La Première Guerre mondiale, un nom qui claque, qui évoque tout de suite des images de tranchées, de destruction massive. Mais comment est-ce qu'un conflit qui est parti d'une seule étincelle a pu littéralement embraser le monde entier? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. C'est un chapitre absolument essentiel, non seulement pour le programme de première, mais pour comprendre tout le XXe siècle. Alors tout commence là, le 28 juin 1914, à Sarajevo, un assassinat. Mais regardez bien la chronologie. L'escalade est foudroyante. En à peine plus d'un mois, à cause d'un jeu d'alliances et d'ultimatums, une crise qui était au départ locale, dans les Balkans, met le feu à tout le continent. C'est exactement ça qu'on appelle l'engrenage fatal de l'été 1914. Et voilà notre fil rouge, la question centrale qui va guider toute notre analyse. C'est précisément ce type de problématique qu'il faut savoir construire pour le bac. Une question précise qui permet de bâtir une démonstration claire et bien argumentée. Gardons-la bien en tête tout au long de notre parcours. Pour répondre à cette question, voici notre plan, notre feuille de route. C'est une progression logique qui va nous permettre de comprendre étape par étape toute la complexité de cet événement. On partira de la poudrière européenne pour arriver à l'armistice, en passant bien sûr par l'expérience des soldats au cœur de la fournaise. Allez, on attaque la première partie, l'étincelle et l'engrenage des alliances. Parce que pour comprendre la déflagration de 1914, il faut d'abord regarder le contexte. On a une Europe qui, bien avant l'attentat de Sarajevo, était déjà, soyons clairs, au bord de l'explosion. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cette vision d'une Europe littéralement coupée en deux. D'un côté, on a la triple entente, et de l'autre, la triple alliance. Ces deux systèmes d'alliance, qui sont à la base défensifs, créent en fait une situation ultra dangereuse où la moindre attaque contre un membre d'un bloc entraîne quasi mécaniquement une riposte de tout le bloc. Donc on le voit bien, l'assassinat n'est que l'étincelle. En réalité, le feu couvait depuis des années. Il était nourri par des rivalités pour les colonies, comme au Maroc, par une course effrénée à l'armement entre les pays, et aussi par la montée de nationalismes très agressifs qui rêvaient de revanche ou d'expansion. D'ailleurs, les guerres balkaniques, juste avant, ont été vues comme une sorte de répétition générale. Le point crucial à retenir ici, c'est que l'illusion d'une guerre courte et rapide que tout le monde avait en août 1914 va se briser en quelques semaines. L'avancée allemande est stoppée sur la Marne à l'ouest, et à l'est, les Russes sont battus à Tannenberg. Du coup, les armées s'enterrent, littéralement, dans des tranchées. La guerre de mouvement est finie, et la terrible guerre de position commence. On passe à la deuxième partie, un conflit qui devient mondial. Voyons maintenant comment cette grande guerre, qui était au départ très européenne, va véritablement mériter son nom de guerre mondiale en s'étendant bien au-delà de ses fronts d'origine. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette mondialisation. D'abord, on a l'entrée en guerre de nouveaux empires, comme l'Empire ottoman, ce qui ouvre de nouveaux fronts, par exemple au Moyen-Orient. Ensuite, il y a la mobilisation des empires coloniaux, qui fait venir des soldats du monde entier pour se battre en Europe. Et enfin, le conflit s'étend aux mers avec la guerre sous-marine, qui finira par provoquer l'entrée en guerre des États-Unis. C'est essentiel de bien définir ce terme. Les troupes coloniales, ce sont ces millions d'hommes, comme les célèbres tirailleurs sénégalais ou les soldats venus d'Inde, qui ont été recrutés dans les colonies pour participer à un conflit né de rivalités purement européennes. Leur rôle a été absolument crucial. Troisième partie. Et là, on aborde la nature même des combats. La Première Guerre mondiale, c'est une rupture fondamentale. La technologie, l'industrie, tout ça va transformer la guerre en une boucherie de masse, à une échelle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Ce chiffre est presque inconcevable. Plus d'1 million d'obus en une seule journée. C'est ce qu'on appelle le déluge de feu. L'artillerie devient la reine des batailles. Elle pulvérise tout, les paysages, les tranchées et bien sûr les hommes. La guerre est entrée dans l'ère industrielle. Et ce témoignage poignant d'Ernest Junger met des mots sur une horreur que les chiffres ne peuvent qu'esquisser. Il décrit un paysage lunaire, anéanti, qui reflète la violence inouïe de cette guerre industrielle. C'est un changement psychologique majeur. La guerre n'est plus un combat héroïque, c'est devenu un massacre impersonnel. On voit donc ici tout le paradoxe tragique du progrès. Toute la puissance de la science et de l'industrie du début du XXe siècle est détournée au service de la destruction. Mitrailleuses, gaz, chars, aviation, chaque nouvelle innovation a un seul et unique objectif, tuer plus et plus efficacement. Mais comment comprendre cette horreur? Les chiffres ne disent pas tout. Pour vraiment saisir ce que les soldats ont vécu au fond de leur chair, il faut se tourner vers leurs témoignages. Et justement, savoir analyser ces sources, c'est une compétence clé pour le bac. Alors voyons la méthode. Voici la méthode dans 3 temps qu'il faut absolument maîtriser. D'abord, on présente le document. Qui parle, quand, dans quel contexte. Ensuite, on analyse son contenu. Qu'est-ce qu'il dit et comment il le dit. Et enfin, et c'est le plus important, on le critique. Est-ce que c'est une vision objective? Quelles sont la portée et les limites de ce témoignage? Allez, on applique cette méthode tout de suite.
Pour présenter, l'auteur c'est Martin Vaillagou, un simple soldat, qui écrit à ses enfants fin août 1914. C'est une source intime, privée. Pour analyser, il décrit avec des mots très simples une violence brute, horreur, déchiquetée, le ton est direct, il n'y a pas de filtre. Et pour critiquer, ce témoignage, écrit à chaud, est extrêmement précieux. Il contraste radicalement avec la propagande officielle de l'époque qui, elle, glorifiait la guerre. Il nous donne un accès direct, sans phare, à l'expérience combattante, très loin des discours héroïques. 5e et dernière partie, sortir de la guerre. L'année 1917 est une année charnière, une année de bascule. Elle est marquée par des révolutions, l'entrée de nouveaux acteurs et un épuisement généralisé qui vont précipiter la fin du conflit. 2 événements majeurs changent complètement la donne en 1917. D'un côté, les révolutions en Russie, qui vont conduire le pays à se retirer du conflit. Ça permet à l'Allemagne de concentrer toutes ses forces à l'ouest. Mais de l'autre côté, on a l'entrée en guerre des États-Unis qui apporte un soutien matériel et humain décisif aux Alliés. L'échec de la dernière grande offensive allemande au printemps 1918 va sceller le sort de la guerre. Petite précision de vocabulaire très importante. L'armistice du 11 novembre 1918 met fin au combat. Point. Ce n'est pas un traité de paix. Il suspend les hostilités, mais les conditions de la paix, qui seront d'ailleurs très lourdes pour l'Allemagne, seront discutées bien plus tard, notamment lors du traité de Versailles en 1919. Bon, en conclusion, et pour répondre à notre problématique de départ, oui, ce conflit qui est parti des Balkans s'est bien mondialisé à cause du jeu des alliances et de l'implication des empires coloniaux. Et sa violence, elle, a été sans précédent parce que ce fut la première guerre véritablement industrielle de l'histoire. Une guerre qui a transformé l'Europe et le monde à jamais. Et pour finir, une ouverture. Pour nourrir la réflexion. Si le 11 novembre marque la fin des combats sur le front Ouest, la violence, elle, ne s'arrête pas partout. Des guerres civiles, des révolutions, tout ça continue de secouer l'Europe. Cette sortie de guerre un peu ratée porte déjà en elle les germes des tensions qui mèneront à peine 20 ans plus tard à un second conflit mondial. C'est une piste de réflexion essentielle pour aller plus loin.